Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bienvenue dans Actu Débat sur la 97.1, Actu Débat consacré au débat, bien sûr, sur les grands sujets de l'actualité politique et de l'actualité internationale. Nous recevons ce matin pour vous Ildefonse Akpaki, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe, et également directeur de publication du journal en ligne La Gazette du Togo.com. Bonne nouvelle pour nous, Ildefonse, bonjour. Bonjour Elie et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Oui, après La Croix et la Bannière à la HAC, vous sortez le premier numéro, ou c'est plutôt c'est le premier numéro? Non, c'est le 34e numéro. Ok, donc on parlera du retour, un retour triomphal peut-être de la Gazette sur le paysage, dans le paysage médiatique togolais. Et la Gazette du Golfe, le 34e numéro, à la une, on peut donc lire « Entre gestion d'un pays et satisfaction de la diplomatie, Fagne Gnassingbé prend la CEDEAO, le Togo prend de l'eau ». C'est à lire donc à la page 3. Les populations s'interrogent. Que comprendre des mots qui sont à l'origine de la crise togolaise? C'est à lire donc à la page 5. C'est toujours à la une du journal La Gazette du Togo. Et à la une de ce journal, vous pouvez également lire avortement clandestin, ces embryons humains qui font vivre. Vous parlez de l'actualité internationale de la Guinée-Conakry. Alpha Condé, éternel opposant, atteinte de la boulimie du pouvoir. CAP 2015 vous a parlé également face à l'urgence des réformes et de la décentralisation. CAP 2015 et le groupe des 6 se lance dans une unicité d'action. L'ANC était dans le cloto pour une remobilisation. Voilà ce qu'on peut retenir de la une de votre journal, La Gazette du Togo, la Gazette du Golfe plutôt, qui est donc à son 34e numéro. Ildefonse Akpaki, avant de vous revenir, Didier Assoba, bonjour. Bonjour, bonjour Elie, bonjour aux auditeurs et auditrices de Métropolis. Merci Didier d'avoir accepté notre invitation. Et Didier, vous êtes le directeur du journal en ligne Togo Breaking News. Comment se porte votre journal? Oui, le Togo Breaking News se porte assez bien. Il y a du travail qui se fait, il y a de la matière, il y a de la qualité. On n'est pas là pour faire l'autopublicité, mais nous disons tout ça sur la base des commentaires de nos lecteurs et de nos collaborateurs, de quelques partenaires qui nous font confiance par rapport au travail qu'on fait. Oui, c'est vrai qu'on travaille depuis et on se porte assez bien. On sera bien lorsqu'on aura de l'argent. Merci. Ildefonse Akpaki, lui, qui est bipolaire, c'est-à-dire il fait de la presse en ligne et puis de la presse papier. On revient à lui. Ildefonse Akpaki, on découvre la une de votre journal, le retour bien sûr de votre journal dans le paysage médiatique togolais, et vous écrivez Fagne Gnassingbé prend la CEDEAO et le Togo prend de l'eau. Et qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement de cet article? Je voudrais, avant de répondre à votre question, revenir un tout petit peu sur un certain nombre de choses. Je voudrais rendre grâce à Dieu d'avoir permis que aujourd'hui certains leviers, certains obstacles, certaines entraves ont été levés et que la Gazette du Golfe prenne forme aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. Merci, 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 et nous vous soutenons. Je voudrais profiter de l'occasion également pour remercier de vive voix tous mes collaborateurs, tous ceux qui se sont bataillés. Ça n'a pas été du tout facile. De près ou de loin. Je voudrais remercier vivement Rodrigue Aego. Je voudrais le remercier pour tout le travail qu'il a fait. Tout le travail qu'il a fait. Je voudrais remercier Romuald Lansou, et Maxime Domény, et tout le reste qui, hier et aujourd'hui, se sont encore mobilisés pour que la Gazette du Golfe renaisse.
Merci à eux. Oui, Merci à toi aussi qui me reçoit et qui permet que nous disions que nous sommes encore sur le marché. La presse doit toujours faire ce travail de collaboration au nom de la confraternité. Alors, oui, là, un petit commentaire sur le premier sujet. On a comme l'impression, et aujourd'hui les faits le confirment, que le premier responsable de la cité togolaise capte sur la diplomatie, la gestion de l'État dont il est le premier responsable. Alors, j'en ai pour preuve que tout se fait, y compris les dépenses faramineuses et des lobbying qui participent malheureusement à ce qu'on présente le Togo comme un paradis. Aux yeux de la communauté internationale. Aux yeux de la communauté internationale, alors qu'à l'intérieur, la réalité est tout autre. La une de la Gazette du Golfe, quand vous prenez ce que nous avons écrit par rapport au fait que le témoin a été passé à M. Faure Gnassingbé, j'ai dit, en arrivant à cette image-là qui illustre cette une-là, que si ce n'était pas un tournant cyclique, au sein même de la communauté sous-régionale, M. Faure Gnassingbé ne sera pas président en exercice de la CEDEAO. Vous rappelez que antérieurement, il devait l'être, mais cela l'a échappé. Et ça fait 12 ans qu'il préside aux destinées du Togo, et c'est aujourd'hui qu'il prend les rênes. Mais la prise, ou bien le fait qu'il soit aujourd'hui président en exercice de la CEDEAO, contraste malheureusement avec ce que les populations togolaises vivent. J'ai été très malheureux de suivre un élément sur les inondations. Je ne parle pas d'inondations, les inondations qui sévissent actuellement dans notre pays. Et l'élément de M. Faure Gnassingbé, lui-même il parlait, il disait que tout a été fait, les routes ont été construites, des digues, un peu tout a été mis en œuvre pour qu'il n'y ait plus d'inondations. Il faut reconnaître quand même que des digues ont été mises en place, des zones où, comment l'appelle-t-on, des trous de rétention d'eau ont été mises en place, mais qui n'ont pas peut-être réussi comme il faut. Voilà, c'est le mot que j'avais utilisé la dernière fois sur un plateau. Est-ce que ces études qui ont été faites ont été bien mûries? Parce que l'analyse qui est faite aujourd'hui, c'est que certaines zones, hier, n'étaient pas considérées comme des zones inondées ou inondables. Mais on se rend compte aujourd'hui que juste après une pluie, ces zones-là sont inondées. L'élément qui est passé, dont je parle, parlait d'un quartier juste à côté de l'aéroport ou derrière l'aéroport, où vous vous rappelez que des travaux ont été faits. Mais les populations que nous avons rencontrées ont dit, mais c'est suite à ces travaux-là que notre zone a commencé par être inondée. De même que certains riverains, certains habitants de certains quartiers dont les voies n'avaient pas été bitumées, et une fois qu'elles ont été bitumées, ont commencé par être inondées. Est-ce que ces études ont été bien mûries? Alors, vous voyez que tout ce que nous disons à la une de la Gazette du Golfe, par rapport au fait que, en prenant le témoin, il veut bien faire sur le plan régional, alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que, disons-le sans avoir crainte, que M. Faure n'est pas un modèle de démocrate. Parce que sur le plan intérieur, vous voyez cette histoire de réforme qui doit permettre au pays d'évoluer et permettre aux institutions d'être au service des populations et non d'un homme ou d'un clan. Vous voyez comment les institutions togolaises évoluent. Alors, les réformes qui doivent permettre aussi l'alternance au sommet de l'État, ces réformes sont rangées dans les placards. Vous voyez, tous ces pays qui forment aujourd'hui la CEDEAO, dites-moi, prenez
la majorité, il y a eu alternance au moins 2 ou 3 fois en l'espace de 12 ans. Nous allons donc revenir sur la question des réformes politiques par rapport à l'alternance. Et Didier Assogba est Lomé sous la pluie, Lomé sous l'eau, voilà. Et ce qu'on peut retenir de la une du Golfe, de la Gazette du Golfe, et qui fait le lien entre la prise de la présidence de la CEDEAO par Faure Gnassingbé quand son pays est sous l'eau. Oh, est-ce que le Lomé est sous l'eau aujourd'hui? C'est vrai que des zones connues comme des zones d'Adakbamé, un peu vers Nukafou et Tokantamé, tout ça, ce sont des zones où on a l'habitude, lorsque les périodes de pluie débutent comme ça, c'est des zones où il y a, je veux dire, une forte pression des eaux de ruissellement d'autres quartiers qui inondent ces quartiers-là. Et c'est vrai également que dans le cadre du projet Purise, financé par la Banque mondiale, oui, un certain nombre de travaux ont été faits et que l'ampleur en fait de l'inondation n'est plus la même aujourd'hui. Mais moi, je veux sortir de ce cadre-là, de mal-gouvernance ou de bonne gouvernance, pour placer en fait le phénomène dans le contexte du changement climatique et de les inondations. Actuellement, il n'y a pas qu'au Togo. Presque tous les pays côtiers de la CEDEAO connaissent. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a déjà une dizaine de morts et qu'à Cotonou, ici, ce n'est pas non plus Paris, quoi. Donc, à Accra, on ne va plus en parler parce que il y a également des inondations presque sur toute la côte. Donc, c'est vrai que les autorités togolaises auraient pu mieux faire lorsqu'ils ont eu l'opportunité, en recevant les financements de la Banque mondiale. Et donc on peut parler de défaillance de ces travaux et de rétention d'eau. Oui, bien entendu que peut-être qu'on n'a pas, on ne s'était pas, on n'a pas su faire les études requises. On ne s'était pas projeté dans le futur lorsqu'il s'était agi de faire les travaux. On avait la hantise de ces inondations-là qui empêchaient les populations de vivre chez eux, de mener des activités génératrices de revenus. Et on a fait ce qu'il fallait faire pour enrayer ces inondations-là qui étaient récurrentes. Maintenant après que les travaux aient été faits, d'autres zones se trouvent aujourd'hui inondées, il faut que le gouvernement prenne son bâton de pèlerin, pour qu'on initie d'autres projets, à ce que les zones qui connaissent aujourd'hui les inondations, parce que les zones qui étaient inondables hier et que des travaux ont été menés, donc les eaux qui drainaient dans les quartiers, d'autres quartiers qui venaient dans ces zones-là et qui inondaient ces quartiers, ne pouvant plus venir, donc vont stagner dans ces zones-là. Il faut que le gouvernement trouve un mécanisme qui permette à ce que ces eaux-là de ruissellement qui stagnent un peu partout dans ces quartiers-là soient drainées vers, je sais pas, on construit des canaux de canalisation. Il y a plusieurs mécanismes aujourd'hui qui permettent également de drainer ces eaux-là pour que Lomé soit une ville où lorsque il pleut, les gens ne vivent plus avec la peur d'être inondés. Moi-même, je sais ce que c'est. En 2011, j'ai été vraiment victime de cette inondation-là. Mes diplômes et beaucoup d'autres papiers étaient restés sous l'eau. Je n'en ai pas trouvé jusqu'à ce jour. Donc, c'est vrai, quand on parle d'inondation, certains n'ont pas vécu, ils parlent comme ça. Nous, on en parle parce qu'on a vécu. Mais en même temps, c'est également un problème d'urbanisation et également d'occupation de l'espace urbain par les populations. Il y a des zones qui n'ont pas été visées par le cadastre. Les gens ont construit, il fallait faire avec. Et c'est l'exemple de plusieurs zones. Vous prenez par exemple la zone qu'on appelle communément le Zio, où à partir d'Adakbamé jusqu'à
Kégué, Zobedi et tout ça, c'est des zones, en réalité, on ne devrait pas habiter. Mais le gouvernement avait laissé faire, on a lotissé ces zones, les gens ont construit, les gens vivent maintenant, c'est devenu maintenant une ville un peu partout là-bas. Il faut que le gouvernement accompagne ces zones-là avec une politique d'assainissement pour que les prochaines saisons de pluie qui viennent ne soient pas forcément une catastrophe pour ces populations. Donc moi, c'est ce que je voudrais dire. En même temps, il faut dire qu'on est on vit actuellement un phénomène de changement climatique où on n'est pas habitué à les précipitations qui sont là actuellement, de très fortes précipitations. Il pleut presque tous les jours. Quand il pleut presque tous les jours, on ne va pas s'attendre à ce que la terre soit sèche tous les jours également. Donc quand il pleut tous les jours, c'est forcément il y aura de l'eau dans les quartiers. Mais il faut que le gouvernement prenne à la mesure de la situation dans les zones qui sont réellement des zones inondables. Quand on prend par exemple le quartier où on est ici, on n'a pas réellement de problème d'inondation. Mais c'est dans les zones dans les zones où la terre est réellement basse, et que les eaux d'autres quartiers vont, ce sont ces zones-là qui sont inondables. Et comme je le dis encore une fois, il faut qu'il y ait une politique d'assainissement et de drainage d'eau, de canalisation d'eau pour les rivières, pour la mer, pour que les populations togolaises ne continuent plus à vivre ces problèmes-là d'inondation qui, deviennent de la hantise pour certaines personnes. Oui, les quelques infrastructures qu'on a dans ce sens, des critiques parlent de qualité très douteuse de nos infrastructures routières même. Je voudrais faire une petite remarque par rapport à ce que le confrère vient de dire. Il disait à l'entame de son argumentaire que il n'y a pas qu'au Togo que le phénomène d'inondation est observé et que sur toute la côte, pratiquement, certains pays qu'il a cités sont inondés. Je suis tout à fait d'accord avec Bien sûr, on suit l'actualité dans les autres pays. Mais je voudrais le renvoyer dans ces pays-là pour qu'il essaie de toucher du doigt certaines réalités. Moi, j'en ai vécu dans certains, pas une année, pas 2 années, pas 2 ans. Mais je voudrais lui faire savoir que c'est des pays qui n'ont pas opté pour une politique du ventre. C'est-à-dire que lorsqu'on demande ou on vote un budget pour un travail donné, on ne le détourne pas. Ou on ne s'accapare pas du projet pour en faire comme on veut. Première remarque. La deuxième remarque, c'est que moi, je suis très ébahi quand il dit que ce n'est pas seulement le Togo qui connaît l'inondation. Mais c'est une évidence quand même. Je dis, et j'ai dit dans mon analyse entre-temps que nous ne pouvons pas comprendre que on a donné le travail à des experts et que il y a des quartiers qui n'étaient pas reconnus inondables. Mais pourquoi après le travail, ces quartiers deviennent inondables? Je parlais de la hantise. Je te donne un exemple. Non, c'est moi qui... Non, moi, j'ai vécu dans un quartier... Non, mais vous m'arrachez la parole. Je m'explique sur... Non, je viens, tu auras la parole. Qui termine, Ildefonse? Alors, lorsque le travail est bien mené, ces genres de choses, on ne peut plus les enregistrer. C'est parce que le travail a été mal fait. A manqué de l'expertise. De l'expertise. Et plus grave, ce sont ces pouvoirs publics-là qui créent d'autres zones inondables parce que, entre-temps, la zone n'était pas inondée. Et c'est après ces travaux-là qu'on remarque malheureusement que ces zones ont été inondées. Les études ont été mal faites donc. Et si les études ont été bien mûries, on n'aura pas tout ce que nous avons. J'ai cité un quartier juste derrière l'aéroport. Et lorsque nous avons interviewé les habitants de ce quartier, ils ont dit, mais c'est un phénomène que nous n'avons pas l'habitude de connaître. Et il a suffi seulement qu'on fasse ces travaux-là, que nos maisons soient remplies. Alors, je suis un tout petit peu indigné, mais bon, écoute, c'est un débat, allons-y. Oui, en fait, Didier, vous expliquez. Oui, l'exemple que je donnais, l'explication que je donnais, en fait.
des gens qui disent qu'ils vivaient dans des quartiers où les quartiers n'étaient pas inondables. C'était à quelle époque en fait? C'était à l'époque où tout le monde n'avait pas construit sur son terrain. Je te donne l'exemple d'un quartier où moi-même j'ai vécu le phénomène en fait. Donc il y avait des terrains vides où lorsqu'il pleut, l'eau de ruissellement stagnait. Et donc il n'y avait pas de construction, il n'y avait pas de bâtisse. Il suffit que des gens à qui appartenaient ces terrains aient des moyens pour venir construire. Et donc l'eau qui était normalement stagnée sur ces terrains occupe tout le fond du quartier. Et donc cette zone-là est devenue inondable. Je ne sais pas si tu suis un peu. Donc il y avait plusieurs espaces vides en fait dans un certain nombre de quartiers où lorsqu'il pleut, l'eau de ruissellement va stagner sur ces terrains et stagner sur des terrains vides des espaces vides, les réserves et les places publiques, tout ça. Mais lorsque il y a eu des travaux de construction, il n'y a plus de place pour l'eau. Et donc l'eau, ne pouvant pas s'évaporer comme ça en une minute, occupe carrément les fonds du quartier. Et il est difficile pour les habitants de ces zones-là de sortir, de vaquer à leur occupation ou de mener encore leur activité génératrice de revenus. Moi-même, j'ai vécu dans des quartiers où j'ai vu ça à plusieurs reprises. Et donc, il revient ce que je disais, moi, je ne dédouane pas du tout le gouvernement. J'ai dit que lorsqu'on a eu l'occasion et l'opportunité de bénéficier le financement de la Banque mondiale dans le cadre de ce projet Purise là, moi-même j'ai été sidéré qu'il n'y ait qu'un certain nombre de quartiers qui étaient sélectionnés dans le cadre de ce projet. Il fallait prendre le problème de l'inondation de façon globale, de façon générale pour la ville de Lomé, et qu'on construise ou que les travaux qui avaient été menés soient menés de façon globale dans presque tous les quartiers pour que avec des études minutieuses. Voilà, pour qu'on ne revive plus ce qu'on revit actuellement. C'est ce que je dis. C'est parce qu'on avait exclu un certain nombre de quartiers, on a construit les caniveaux, enfin les canaux de canalisation, les égouts, les digues dans un certain... De façon sélective. Voilà, dans un certain nombre de quartiers. Un peu, on peut les citer, hein, Agbalipedo, Beklikame, Tokwentame. Ça n'a même pas été à Tokwentame. Vous prenez un peu, vous descendez un peu vers Bekoutan. On a construit au niveau vers le lycée d'Agoué, au niveau des deux lignes. Non, ça c'est dans le cadre de la construction de la route là de Assiyeye par Seco qu'on a eu à faire ça. Sinon le projet Purise n'était pas allé jusque là. Donc c'est à Dakpame surtout et un peu vers Baguida on a construit un château, quelque chose comme ça là-bas. Quelques quartiers seulement avaient été pris dans le cadre du projet. Mais on aurait pu, ce que je dis c'est que c'est parce qu'on a construit dans ces quartiers là des routes, des canaux de canalisation, des digues et autres, que les autres quartiers ont été laissés. Maintenant, les eaux qui allaient là et qui n'avaient plus les moyens ou je veux dire les voies habituelles que ces eaux devraient prendre pour atteindre ces quartiers où les eaux stagnaient, ces eaux vont rester dans les quartiers qui n'avaient pas en fait été reconnus comme inondables parce que l'eau, lorsqu'il pleut, quittait ces quartiers. Maintenant que les travaux étaient menés, que les eaux stagnent dans ces quartiers, il faut que le gouvernement reprend son bâton de terrain dans le cadre d'un autre projet et reconstruise encore les canaux de canalisation. C'est ce que je disais, je ne dédouane pas du tout le gouvernement togolais parce que j'ai dit tout à l'heure que moi-même j'ai été une des victimes des inondations à Lomé. Merci Didier Assogba. Nous allons donc aborder très rapidement les questions ou les sujets d'actualité politique. Eh bien, Ildefonse Akpaki, le jeudi dernier, une nouvelle s'est donc annoncée aux Togolais. C'est l'alliance entre le CAP 2015 et le groupe des 6. On parle de mariage, on parle de collaboration politique. Et dans votre journal paru, vous écrivez et vous parlez de cette collaboration politique, vous parlez de cette alliance entre le CAP 2015 et le groupe des 6 partis politiques. Que peut-on retenir de votre analyse? Alors, nous avons mis à la une de la Gazette du Golfe
ce sujet dont vous venez de faire l'énoncé et une très petite analyse qui est axée sur le fait que depuis toujours, les populations qui aspirent à l'alternance ont émis le vœu de voir ceux qui sont opposés à ce système de gouvernance qui est fait depuis 50 ans, que ces messieurs et dames se mettent ensemble. Et comme l'adage le dit, l'union fait la force. Mais ce que nous avons pu retenir au niveau de ce qui s'est passé le jeudi passé, c'est que ce n'est pas une union, mais c'est un regroupement qui axe ses actions, ses actes sur un fait convergent, c'est-à-dire une unicité d'action. Alors, et il y a deux sujets fondamentaux sur lesquels les deux blocs veulent évoluer ensemble. Il y a d'abord les réformes et puis les élections locales et peut-être la décentralisation. La décentralisation, de façon générale. Alors, pour les réformes, on est d'avis que depuis le 20 août 2006, il y a eu un accord qui est intervenu entre les acteurs, presque tous les acteurs de la classe politique togolaise, et cet accord est appelé accord politique global. Jusqu'aujourd'hui, les termes de cet accord n'ont pas été traduits dans les faits. Alors, notamment les réformes politiques et les réformes politiques et institutionnelles. Alors, il y a ça. Et puis, nous avons même remarqué que depuis 1987, le Togo n'a plus connu d'élections locales. Et tous ceux qui sont cooptés à la tête des mairies et autres sont aujourd'hui appelés dans le jargon togolais président de délégation spéciale. Une incongruité qu'on ne voit nulle part, seulement au Togo. Alors, lorsque les dirigeants togolais nous parlent de la démocratie et du développement à la base, je me dis que c'est surfer sur peut-être la naïveté des Togolais, parce que l'on ne saurait parler d'un réel développement à la base si on donnait aux populations à la base ceux-là que les populations à la base ont trouvé capables de confier la gestion de leur localité. Alors, nous ne pouvons pas comprendre que déjà en 1998, il y a eu une loi sur la décentralisation et qu'en 2002, cette loi a été revue. Et que jusqu'aujourd'hui, la décentralisation telle qu'elle doit être menée n'est pas le cas. Alors que la loi sur la décentralisation a été votée depuis 1998, bientôt 20 ans. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Alors, si aujourd'hui, même si on remarque que par le passé, ceux qui se sont regroupés le jeudi dernier ont essayé de faire quelque chose dans le temps et que cela n'a pas marché, nous prions aujourd'hui que la sincérité et la vérité aient lieu au sein même de ces deux blocs et que ces messieurs et dames tirent les leçons de toutes les erreurs qui ont affaibli, en parcourant l'histoire de l'opposition togolaise, cette opposition-là. Ildefonse Akbaki, quand vous prenez la déclaration liminaire, le groupe des 6 et le Cap 2015, cette alliance ou cette collaboration politique demande bien sûr la mise en œuvre maintenant par l'Assemblée nationale, je les cite, des réformes urgentes ayant déjà fait l'objet d'un consensus, notamment la limitation du nombre de mandats présidentiels et le mode de scrutin pour les élections présidentielles et législatives. Ils disent la mise en œuvre dès maintenant par l'Assemblée nationale.
nationale. Le débat au niveau de l'Assemblée nationale est un débat qui se termine, qui continue toujours, ou qui se termine toujours à queue de poisson. Hier, la semaine dernière, vous le savez, le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, a mis fin donc aux travaux en commission sur la proposition de loi des députés ANC. A dit, Christophe Tchao, reçu sur une radio consoeur, et dit, il ne s'agit pas d'un sujet du texte, d'un rejet plutôt du texte, mais plutôt d'une proposition sage pour permettre à un autre test d'être soumis à l'Assemblée nationale. Et ce test doit venir de la commission de réflexion de Awa Nana. Déjà, on sait que la question des réformes continue toujours de poser problème, d'être, disons, considéré, j'ai l'habitude de dire que c'est devenu comme un serpent de mer. On le prend à l'Assemblée nationale, ça ne marche pas, on l'envoie à la commission portant réflexion sur les réformes politiques et on n'a toujours pas de résultats ou de conclusions. Et Didier Assoba, avant de revenir à Ildefonse Akpaki, ces propos de Christophe Tchao, vous en dites quoi? De ces propos, vous en dites quoi? J'espère que vous avez lu le papier qu'on a eu à faire sur M. Tchao hier. Non. Ok, on a traité son intervention sur une radio consoeur. Que peut-on en retenir? Moi personnellement, en tant que Togolais d'abord, je parle en tant que Togolais, comme ça d'abord, avant de reprendre mon manteau journaliste. Fondamentalement, en tant que Togolais, moi ça me pose un sérieux problème. Parce que oui, parce que j'ai l'impression que ceux que nous avons envoyés à l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts du peuple, parler au nom du peuple et voter des lois qui vont dans l'intérêt du peuple togolais et des lois qui devraient affermir le vivre ensemble au Togo et renforcer la cohésion nationale. Ces gens-là, finalement, ne sont même pas en mesure de faire preuve, on va dire, d'assumer le mandat que le peuple leur a confié. Ce que Christophe Tchao dit, si je reviens dans mon manteau de journaliste et d'un point de vue purement politique et d'un point de vue carrément communication politique, oui, ça lui marchait bien quand il parlait de ça. Quand on est dans la communication politique, d'un point de vue purement politique, ce qu'il dit, ça colle bien. Ça colle bien parce que quoi? Son président de la République, qui a la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité de l'Assemblée nationale, donc dont il est le président de la République a mis en place une commission pour réfléchir sur les réformes et cette commission-là est censée proposer au gouvernement un texte de réforme et donc le gouvernement devrait envoyer à l'Assemblée nationale ce texte-là de réforme que l'Assemblée aura à examiner et in fine adopter si tous les députés se mettaient d'accord ou du moins 4/5 des députés se mettaient d'accord sur le contenu du texte. Donc de ce point de vue-là, Christophe Tchao, président du groupe parlementaire Unir 60 députés, a su bien défendre son président. A su bien être en phase avec la politique que mène actuellement son président sur cette question-là de réforme. Mais est-ce que c'est ce qu'il fallait faire en ce moment-là ou est-ce qu'il ne fallait pas oser en tant que député, oser au nom du peuple et s'entendre avec les autres députés de l'opposition sur l'essentiel, sur l'essentiel, quitte à ce que proposera la commission de réflexion soit conforme ou pas, oui, de reprendre après. Il faut remarquer que, en fait, je me demandais, ou dans notre papier d'hier, on se demandait s'il y aura réellement réforme un jour au Togo, parce que finalement, il n'y a rien, on ne comprend rien. Même du côté de l'opposition, où on dit que l'opposition également a proposé un texte et il ne veut pas qu'on touche, donne des raisons aux députés unis de se camper sur leur position
de ce que si le texte ne sera pas touché, donc on l'ajourne en attendant. Moi, c'est ce qui m'a dérangé en fait. L'opposition pouvait laisser la commission des lois de l'Assemblée nationale examiner le texte comme on pouvait. L'essentiel était que l'esprit du texte restait. Et donc, si à la fin, et que la commission adoptait son rapport et que l'opposition n'était pas d'accord, on se serait compris et on comprendrait la position de l'opposition. Aujourd'hui, le texte n'a pas été examiné, les travaux de cette commission de loi interrompus par le président de l'Assemblée nationale. À la fin, parce que personne ne se comprenait, le président de l'Assemblée nationale viole l'arrêt de la Cour constitutionnelle en arrêtant l'examen de cette loi-là. Et souvenez-vous que à l'ouverture de cette session, Dama Dramani avait déjà donné les couleurs en disant qu'il fallait que les acteurs politiques se tournent vers la commission Wanana. Donc, à mon avis, l'opposition a raté encore une occasion de mettre le pouvoir à l'épreuve, d'exposer le pouvoir, voilà, de mettre le pouvoir à l'épreuve et de l'exposer sur si le pouvoir avait réellement la volonté de faire ces réformes. L'opposition a donné des raisons au pouvoir de justifier le refus d'examen du texte et aujourd'hui on comprend que la position de unir, c'est qu'on attend le texte proposé par Awanana qui remettrait les compteurs du président actuel à zéro et le président aura la latitude de se représenter d'autres fois aux élections qui viennent. Donc voilà ce qu'il faut juste comprendre et c'est bien dommage pour le Togo. Eh bien, Ildefonse Akbaki, volonté ou pas, c'est la grande question. Si le pouvoir a vraiment la volonté de faire les réformes, Christophe Tchao soutient que la proposition de loi qui n'a pas changé d'un iota, la proposition de loi bien sûr des députés ANC a dit vise une personne et la position des députés de l'ANC n'a pas bougé. Ils ne sont pas prêts à un consensus, ce qui rend impossible l'instauration de débat. L'ANC nous a demandé de leur montrer dans la Constitution l'article qui parle de consensus et qui oblige les députés, bien sûr, à aller vers ce consensus. Christophe Tchavo, vous l'avez suivi, je pense qu'avec votre sens d'analyse, vous pouvez nous dire exactement ce que vous en pensez. Oui, je vais le régler son compte tout à l'heure, mais je voudrais m'appesantir sur un certain nombre de choses que le confrère a dit. Je trouve que nous devons faire extrêmement attention à certains de nos analyses. Comment? Je suis d'habitude à l'Assemblée nationale et en aucun cas, avec la réintroduction de la proposition de loi, l'opposition n'a jamais dit qu'on ne toucherait pas. Je me rappelle sur ce plateau-là... Mais c'est Christophe Tchao qui le dit. Non. Le confrère a dit que l'opposition a raté encore une occasion en ne voulant pas qu'on discute de cela. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mais la démarche parlementaire demande à ce que lorsque je suis auteur d'une proposition de loi, lorsque la loi est acceptée par la conférence des présidents, comme l'article 86 des règlements intérieurs le dit, la proposition passe. La proposition dont nous parlons est passée à la commission. La commission a commencé un travail. Les mêmes règlements intérieurs de l'Assemblée nationale que j'ai encore sur les yeux demandent que si vous n'êtes pas auteur d'une proposition de loi, vous avez le droit de faire des amendements. Mais diantre, moi je suis auteur. La règle que nous suivons dit, si tu n'es pas d'accord avec moi, propose. Vous refusez de proposer et vous jouez à l'incongruité. Il dit que la proposition de loi n'a pas changé de iota. Je dis, article 84
des règlements intérieurs. Si, bon, 84, si un autre député réintroduit une proposition de loi retirée par son auteur, la discussion reprend. 85. Les propositions de loi rejetées par l'Assemblée nationale ne peuvent être réintroduites avant un délai de 3 mois. Alinéa 2. Celles sur lesquelles l'Assemblée nationale n'a pas statué deviennent caduques de plein droit à la clôture de la deuxième session ordinaire qui suit celle au cours de laquelle elles ont été déposées. 3. Elles peuvent toutefois être réintroduites en l'état dans le délai d'un mois. Qu'est-ce que, lorsque vous ne connaissez pas les textes, il sera un tout petit peu difficile de faire un certain nombre d'analyses. Est-ce que la question que je me suis posée quand j'ai écouté les élucubrations de monsieur Tchao, je me suis dit, mais est-ce que UNIR est représenté à la conférence des présidents? Si oui, pourquoi la conférence des présidents où l'irrecevabilité de cette proposition-là doit être dite? La loi est passée de là, maintenant à la commission. Et je crois que Christophe Tchao ne parle pas de l'irrecevabilité. Non, avant qu'on en discute à la commission, il faut que la loi soit reçue. La proposition de loi soit reçue. Il faut que la proposition soit reçue parce que la proposition doit partir de quelque part. Quand elle atterrit sur le bureau du président, ça c'est la démarche parlementaire, elle atterrit sur le bureau du président, le président l'a faite à la conférence des présidents, la conférence des présidents statue, et si c'est la proposition est recevable, on l'a faite à la commission de droit. C'est-à-dire qui en est chargé, quoi. Si c'est une proposition de loi concernant les finances, on a fait aux finances. Si c'est une proposition de loi concernant les lois, la commission des lois. Mais c'est comme ça. Et c'est à la plénière seule que revient le droit de rejeter ou bien d'être pris en compte. En tout cas, mais oui. Il a dit quelque chose de très intéressant que j'ai relevé quand j'ai écouté M. Christophe Tchao. Il dit que il ne comprend pas ceux-là qu'on a envoyés au Parlement. C'est Didier qui l'a dit tout à l'heure. J'ai été très scandalisé d'écouter M. Tchao dire que on a mis dans la proposition de loi quelque chose qui empêcherait M. Faure. Mais dites-moi. Qu'elle vise une personne. Dites-moi, est-ce que M. Tchao et tout le groupe de UNIR sont au service de M. Fornassimbe ou bien au service du peuple togolais? Ma première remarque. La deuxième remarque, la constitution togolaise telle qu'elle a été votée en octobre 92 est un fruit du consensus. Sinon, 98,11% de Togolais ne diraient pas oui à cette constitution-là. Et même moi, j'ai été scandalisé de me rendre compte que feu le général Yadema, même dont le parti est le reliquat aujourd'hui, ou bien l'UNIR est le reliquat aujourd'hui, a demandé aux Togolais de voter oui. Mais pourquoi? Mais ce qu'il a dit là, c'est rien du tout. Il dit nos amis de l'ANC nous renvoient à la Constitution. La Constitution de presque tous les États de ce monde, c'est le père commun aux fils et filles de ces nations-là. Ils ont dit, ils ont approuvé par l'affirmatif cette Constitution. Mais qu'est-ce qui prouve aujourd'hui? Qu'est-ce qui pose problème si on vous renvoie à la Constitution? Mais 98, je dis 98,11% de Togolais ont dit oui à la Constitution là. Mais des fois, il faut reconnaître quand même que nous sommes dans une situation politique très compliquée, complexe. Et là, est-ce que le consensus ne doit pas être pour les hommes du pouvoir, je parle de l'UNIR, comme une certaine garantie? C'est pas une garantie, c'est une mauvaise foi. C'est du dilatoire. Je dis c'est une mauvaise foi. Quand un député... Puisqu'il dit qu'ils ne sont pas prêts à un consensus, que les députés de l'ANC ne sont pas prêts à un consensus, ce qui rend impossible l'instauration de débat. Mon frère, excuse-moi de te dire ça, mon frère, c'est parce que je ne comprends plus. La loi, là, le règlement intérieur dit, si tu n'es pas d'accord avec moi, il faut faire des propositions.
Donc les députés Pourquoi? de l'UNI n'ont pas jusqu'à ce jour fait de propositions. Écoute-moi, écoute un député, je l'ai relevé aussi. Écoute un député et de surcroît, le président d'un groupe parlementaire qui dit, je le cite, « Nous formons un ensemble qui a pour mission de soutenir le gouvernement. C'est nous qui sommes au gouvernement. » Et donc, il enlève son manteau d'élu du peuple. Là, il faut revoir aussi le prédicat de élu du peuple. Il enlève son manteau d'élu du peuple et il prône ou bien il soutient quelqu'un. Alors que quand vous prenez la constitution togolaise en son article 81, je le cite, l'Assemblée nationale détient le pouvoir législatif. Elle vote seule la loi et contrôle l'action du gouvernement. Attends, nous sommes au gouvernement. Nous avons pour mission de soutenir le gouvernement. Alors que vous êtes député et la loi fondamentale, la constitution vous dit, vous allez contrôler ce gouvernement-là. Parce que nous sommes dans la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Et là, si un député se réclame du gouvernement, c'est quand même... Mais c'est scandaleux. Didier, en tout cas, c'est scandaleux, mais certains observateurs pensent que l'opposition ou les députés au niveau de l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition, devraient quand même accepter un certain consensus. De quel consensus pourrait-il parler? Non, vous comprenez le contexte togolais et la situation qu'on vit actuellement. Un contexte atypique. Voilà, totalement atypique. Dans tous les domaines, le Togo reste spécial et que le contexte également est spécial. Et donc, lorsqu'il faut aborder les sujets, il faut les aborder de manière un peu spéciale et en même temps prendre l'aborder un peu comme l'albatros, prendre de la hauteur comme de l'aigle avant de pouvoir apprécier. Et je veux faire cette observation, c'est que aujourd'hui la constitution que le peuple avait votée en 1992 est vidée de son sens. Et cette constitution là aujourd'hui, oui, on doit en parler parce qu'il faut juste en parler. Parce que le sens premier de cette constitution qui avait été votée, c'est de permettre à ce que le pouvoir change régulièrement demain, que le peuple ait la latitude de choisir celui qui est à l'instant T à même de présider efficacement à sa destinée. Mais un certain nombre de dispositions avaient été sautées de la Constitution. Des dispositions qui garantissaient, le changement régulier du pouvoir et même la démocratisation des élections, parce que quand on dit qu'il y a eu un premier tour, que tels et tels sont en liste pour le second tour, ça provoque un autre engouement au niveau des partisans. Ça exprime mieux l'aspiration du peuple. Voilà, et donc le candidat qui sera élu par la suite sera un candidat réellement qui reflèterait, qui représenterait le grand peuple, parce qu'il y aura un nombre important qui porterait leur voix sur lui. Mais cette disposition-là des élections à 2 tours avait été sautée, la limitation du mandat a été sautée, les prérogatives du Premier ministre ont été amoindries par la réforme. Et finalement, personne ne maîtrise plus rien de cette constitution. Il y a plusieurs dispositions qui n'ont jamais été appliquées. Est-ce que cela les oblige aujourd'hui à aller vers un consensus? À mon sens, et ce consensus même pose problème. Oui, ça pose problème, mais il faut trouver un mécanisme d'y aller. Et à mon sens, il faut refonder la constitution togolaise. Pour que... C'est d'ailleurs l'objectif des réformes. Oui, c'est l'objectif des réformes. Et les réformes, tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'il faut aller aux réformes. Et donc, il faut trouver un mécanisme. Moi, je ne suis pas acteur politique. Je ne saurais pas comment ils feront. Mais ce que nous attendons en tant que peuple togolais aujourd'hui, nous attendons qu'ils trouvent un mécanisme
qui permettent à ce que cette constitution-là, qui renferme en son sein des incongruités et des choses qu'on ne devrait plus rencontrer en démocratie, il y a des dispositions qui ne sont pas appliquées du tout, qui devraient être applicables. Quand on dit le Premier ministre, le chef du gouvernement, le chef de l'État, un certain nombre de directeurs de sociétés doivent déclarer leurs biens et qui ne déclarent jamais, qu'on parle de redistribution équitable des ressources du pays et qu'on constate que certaines zones sont complètement délaissées alors que ces dispositions se trouvent dans la Constitution. Il faut qu'on trouve un mécanisme, un moyen de refonder notre constitution, qu'on introduise les éléments de la démocratie, les fondements de la démocratie, et à partir du moment où la réforme sera acceptée et aboutie à l'Assemblée nationale, où je n'en sais rien, par référendum, que le peuple se prononce de nouveau, et que ces dispositions-là, qu'on intégrerait dans la nouvelle loi fondamentale ou dans la loi fondamentale qui existe actuellement, soit on trouve un mécanisme également de les faire appliquer et qu'on ne laisse pas seulement la Constitution à l'appréciation seulement du président de la République, des députés de sa majorité qui peuvent dire qu'ils sont au pouvoir, ils sont au gouvernement, ils font ce qu'ils veulent. En fait, c'est le sens. Nous sommes là au gouvernement, au pouvoir, nous faisons ce qu'il faut, ou ce que nous entendons, ce qui nous plaît. Ça ne devrait pas être le cas. Il faut qu'on trouve un mécanisme d'avoir un consensus. Je ne sais pas, sinon c'était le consensus dont parle M. Tchaou, c'est que l'opposition dise ouvertement aujourd'hui que, ok, faisons les réformes et que M. Faure ait la latitude de se représenter. Et ça se comprend. Oui, ça se comprend. C'est sûrement ce consensus dont il parle. C'est de ça il défonce Akpaki, il parle d'ailleurs de propositions sages. Et cette proposition sage serait telle de permettre à Faure Gnassingbé de briguer un 4e mandat. Vous savez, un 5e peut-être. Vous savez, je ne voudrais pas répondre encore aux élucubrations, je dis, de M. Tchaou, parce que un député qui dit que les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale sont au-dessus de la Cour constitutionnelle. Inadmissible. Nous sommes en danger au Togo. Je ne voudrais pas rentrer encore dans ces débats stériles. Je ne voudrais pas. Merci à vous, Ildefonse Akpaki, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe, que vous pourrez donc aller chercher dans les kiosques Gazette du Togo, qui est à son 4e numéro. Retour, bien sûr, sur la scène médiatique togolaise. Et merci également à vous, Didier Assogba, directeur du journal en ligne Togo Breaking News. Oui, ayez le réflexe nécessaire. Vous avez un smartphone sur vous, vous avez une tablette. Tapez juste togobreakingnews.info, vous avez la meilleure des informations. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ici à Lomé, partout ailleurs. Merci à Rapide Egba pour l'assistance technique au micro et les clips. Goka Adokanou, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.